Action collective et mobilisation des ressources. Alors que le courant psychosocial tenait en suspicion les mouvements sociaux, le mouvement de la mobilisation des ressources s'attache non seulement à les tenir comme légitimes, mais comme résultant de la liberté d'acteurs conscients et volontaires agissant dans un seul but. Dans ce courant, plusieurs voies sont empruntées, une voie économiste, mais également une voie politique. Je commencerai par la vision économiste, celle de quelqu'un que l'on a déjà rencontré, Mansour Olson, professeur de l'université du Maryland, chercheur américain. Beaucoup de publications de la part de cet auteur, beaucoup en langue anglaise, et quelquefois, vous pouvez le voir sur cette diapo, traduit également en français. Le livre phare qui nous intéresse aujourd'hui, c'est The Logic of Collective Action, la logique de l'action collective, de 1965. Pour Olson, la communauté d'intérêt des individus, la conscience de cet intérêt commun, ne saurait suffire à les faire agir ensemble, ni expliquer leur participation à des actions collectives. Il est certain pour Olson que l'individu agit pratiquement en fonction d'un calcul coût-avantage. Mais il se voit aussi offrir par des groupes, des organisations, des biens accessibles pour tous, indifféremment. Alors pourquoi participerait-il ainsi à une grève, alors que son issue ne peut amener que des bénéfices collectifs? Il n'a pas besoin de s'engager pour en profiter. Vous vous souvenez, on l'avait déjà rencontré, cette réflexion. Donc tout individu rationnel adopte une stratégie dite du ticket gratuit ou passager clandestin, c'est-à-dire la possibilité de tirer des bénéfices d'une action collective sans en supporter le coût, ce qui, par ailleurs, limite les possibilités de mobilisation. Pour s'engager, l'individu doit donc être incité positivement par de la reconnaissance, de la fourniture de services individuels, de l'assistance ou autre chose, ou alors négativement par des sanctions ou des risques par exemple d'exclusion du groupe. Cette théorie met bien en lumière les phénomènes comme l'attentisme ou l'inertie ou la mise en place par les groupes de dimension importante, associations, syndicats, partis, d'incitation sélective pour favoriser l'engagement. Cependant, celle-ci ne s'épuise pas seulement dans un avantage matériel, mais ça peut être aussi une dimension psychologique, religieuse, morale. Mais en bon économiste, Olson va reconnaître que celles-ci ne peuvent pas faire l'objet d'une analyse empirique. Voilà rappeler globalement la pensée d'Olson, qui nous intéresse beaucoup puisque ça explique aussi pourquoi on peut avoir un déclin de la participation à certains types de manifestations, pourquoi on a des stratégies d'évitement de la part d'acteurs qui seraient prêts par ailleurs à retirer les bénéfices d'une action. Cependant, sous cet angle purement d'intérêt individuel, l'analyse d'Olson n'explique pas pourquoi des individus peuvent s'engager collectivement, sans espérer en retirer un avantage quelconque, en tout cas immédiat, ou sans escompter de bénéfices futurs. Alors que, on peut le constater, vous avez des personnes qui peuvent s'engager pour la défense de causes pour lesquelles, a priori, ils ne vont pas retirer grand-chose, en tout cas sur une dimension purement économique. Deuxième voie, celle de l'approche politique, particulièrement avec Anthony Oberschall, qui est un des principaux penseurs de cette approche. Alors, Anthony Oberschall se propose d'étendre la théorie d'Olson à l'ensemble des mouvements sociaux. Il se réfère au principe de la rationalité de l'action collective, à l'existence d'incitations sélectives, mais s'éloigne d'Olson en soulignant que les individus ne peuvent être assimilés à des producteurs économiques isolés. Il s'attache aussi à rechercher les conditions qui permettent l'émergence des mouvements sociaux en centrant son analyse sur la capacité mobilisatrice des groupes les mieux organisés. Il souligne ainsi que ce sont ces groupes qui sont susceptibles de se mobiliser. Il étudie ensuite les facteurs structurels qui favorisent cette mobilisation. Ceci à deux niveaux. D'une part,
il décrit la dimension horizontale de l'intégration, c'est-à-dire des solidarités communautaires dans les sociétés traditionnelles, classes, tribus, ethnies, villages, ou associatives dans les sociétés industrielles, groupes professionnels, religieux, etc. Il analyse la dimension verticale de l'intégration, c'est-à-dire la densité des liens qui unissent les groupes entre eux. Ce sont dans les sociétés segmentées et fortement stratifiées, faible mobilité sociale, que les groupes sont potentiellement les plus actifs. Ainsi, dans la France de l'Ancien Régime, où la mobilité sociale est extrêmement faible, et les liens entre les groupes sociaux quasi inexistants, on est face à une société segmentée, on va avoir une opposition avec ce qui se passe au même moment en Angleterre, où l'aristocratie terrienne protège ses paysans, assure leur tutelle sociale et politique, et où la mobilité sociale existe. La stratification sociale en Angleterre est donc forte, mais la segmentation, les liens entre les groupes, beaucoup plus faibles qu'en France, où les paysans sont coupés des élites, et n'ont que des rapports de soumission. En croisant ces deux facteurs, eh bien, Oberschall va pouvoir donner un tableau d'intégration et rendre compte, plutôt assez idéalement, de la mobilisation potentielle des groupes. Vous voyez ici ce tableau sur la diapo. On va avoir une première approche qui est celle des colonnes, le lien à l'intérieur de la collectivité. On est soit face à une organisation type communautaire, donc l'ethnie, le clan, le village, ou au contraire, il n'y a pas d'organisation, ou voilà, à l'extrême droite, l'organisation qui est celle du monde industriel, à l'organisation de type associative. En ligne, vous retrouvez cette fois-ci la dimension verticale. Est-ce qu'on est face à un ensemble extrêmement segmenté ou au contraire extrêmement intégré? Dans ce tableau, il y a donc 6 zones possibles, numérotées de A à F, et c'est dans les zones D et F que sont réunies les conditions optimales à une mobilisation des collectivités autour des leaders et d'objectifs identifiés. Par exemple, si on prend la zone F, Oberschall prend l'exemple de la communauté noire aux États-Unis, notamment dans le sud du pays. Celle-ci est fortement organisée autour de liens associatifs, séparée des élites blanches, la segmentation est donc forte, on a quelque chose qui a une organisation de type associatif très organisée, et qui va avoir ses propres élites. Si vous cherchiez la France de l'Ancien Régime, vous la retrouviez sur la lettre D. Et à ces facteurs, Oberschall va rajouter des éléments qui sont des éléments facilitateurs. Par exemple, l'affaiblissement de la demande des catégories dirigeantes va permettre le passage plus probablement à l'action de groupes mobilisables. Relisez un peu la Révolution française et vous retrouvez effectivement des éléments. De même, lorsque vous avez l'émergence de problèmes clés, eh bien ceux-ci vont focaliser la mobilisation. L'existence d'un leader charismatique et ou d'une organisation qui coiffe les autres groupes favorise aussi sensiblement l'apparition et la durée dans le temps de ces mouvements. Là, je reviens sur la zone F, pensez à des gens comme Martin Luther King dans les mouvements des droits civiques aux États-Unis. Je vous remercie de votre attention.